Bonjour tout le monde. On est en live direct, donc j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde et merci pour votre participation à notre webinaire intitulé Coup d'État ou régime d'exception, quelle stratégie pour les mouvements sociaux tunisiens? Il s'agit d'une discussion qui s'inscrit dans une série de webinaires organisés par l'équipe d'Alternative sur l'actualité internationale et s'intéresse particulièrement aux mouvements sociaux dans le Sud global. Cette discussion tentera de mettre en lumière les récents événements et les dernières évolutions sur la scène politique et sociale en Tunisie. Je vous invite alors à liker la vidéo, la partager et taguer vos amis. Et si vous voulez aussi ne pas manquer d'autres conférences organisées par Alternative, je vous invite à vous abonner à notre page. Nous aurons aujourd'hui comme invités Ramzan Ben Amr, Rania Mahjoub et Mohamed Ziel Hamami, que je présentais par la suite au fur et à mesure de leur présentation. La formule de notre conférence va comprendre au début une courte présentation par chaque intervenant pour avoir un portrait global de la situation au contexte post-25 juillet en Tunisie. Par la suite, il y aura une période ouverte aux questions du public. Vous pouvez donc les partager dans la section commentaires en dessus de ce live ou dans la salle du Zoom. Donc, avant de commencer, j'aimerais faire rapidement une brève mise en contexte de la situation en Tunisie qui nous a amené d'ailleurs à organiser cet événement. À Tunis, le 25 juillet dernier, le jour de la commémoration du 64e anniversaire de la République, les forces de l'ordre ont barricadé tous les accès à l'avenue Habib Bourguiba, l'artère emblématique de la Révolution, alors que les appels ont été lancés pour descendre nombreux dans les rues de plusieurs villes et exprimer leur ras-le-bol de la situation générale du pays et du système en place. En dépit de cela et d'un contexte sanitaire délicat marqué par la hausse, depuis le mois de juin dernier, plusieurs manifestants ont pu se rassembler sur l'avenue Habib Bourguiba et dans d'autres villes. À Tozeur, par exemple, région du Sud, particulièrement touchée par le Covid, des jeunes protestataires ont pu vandaliser un local du parti Ennahda pour exprimer leur colère envers le régime en place. Le même jour, au soir du 25 juillet, le président Kais Saïed a fait une déclaration publique en annonçant quelques mesures exceptionnelles, justifiées par l'article 80 de la Constitution. Dans cet esprit, il a pris la tête du pouvoir exécutif, limogé le Premier ministre Hichem El Mechichi, gelé les activités du Parlement pour un mois, chose qui a été prolongée par la suite, et levé l'immunité de ses députés. Donc, la prise de pouvoir de Kais Saïed a été considérée comme controversée et inconstitutionnelle par certains, mais elle a également suscité un certain espoir que cette intervention pourrait peut-être mettre fin au blocage politique de longue durée de la Tunisie et ouvrir une porte vraiment pour s'attaquer à d'autres difficultés socio-économiques. Donc voilà, depuis ce temps, il y a aussi d'autres manifestations qui sont organisées à Tunis, certains pour appuyer ces mesures et d'autres pour s'opposer. Mais aujourd'hui, on va essayer avec nos intervenants de mieux comprendre ces récents événements avec nos invités et sur la manière dont les choses pourraient évoluer dans les mois à venir et aussi sur le rôle de la société civile ou les mouvements sociaux que peuvent jouer vraiment dans ce contexte. Donc, maintenant, on va commencer d'abord avec Ramzan Ben Amr. Ramzan Ben Amr, c'est un enseignant aux écoles primaires, militant syndicaliste et blogueur. Après la révolution 2010-2011, il rejoint le Forum tunisien des droits économiques et sociaux comme responsable de la communication. Il travaille plus spécifiquement sur les mouvements sociaux en Tunisie et les questions migratoires. Donc, je laisserai Ramzan. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté l'invitation pour vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Safa. Merci. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de tous ceux qui nous suivent sur l'application Zoom ou bien sur Facebook parce que je ne maîtrise pas parfaitement la langue française. Mais je vais essayer avec les moyens de bord de partager avec vous les idées ou bien les réflexions que j'ai sur la situation actuelle en Tunisie. Donc, tout d'abord, pour comprendre la situation de ce qui s'est passé maintenant en Tunisie, donc on doit revenir à 17 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier 2011. Et même avant, pendant les événements du bassin minier de 2008. Donc, tous ces changements qui s'est passés en Tunisie, ce sont grâce aussi à des luttes des mouvements sociaux, des luttes des mouvements sociaux qui a
on a joué un grand rôle, surtout pendant les événements de 2008, pour briser le silence et pour que beaucoup d'autres classes sociales s'engagent dans la lutte contre les régimes autoritaires, contre le régime de Ben Ali. Donc, jusqu'à on est arrivé aux événements du 17 décembre, 14 janvier. D'accord, les slogans portés par les manifestants tout au long du 17 décembre jusqu'au 14 janvier, il y a des slogans politiques, mais au fond, ce sont aussi des revendications sociales. Ce sont des classes populaires, donc d'accord qu'il y a des syndicalistes, des militants politiques qui sont à la tête de ces manifestations, mais aussi il y a les jeunes des quartiers populaires, les jeunes des régions de l'intérieur, donc qui ont sacrifié pour arriver à la chute ou bien à la fuite de Ben Ali le 14 janvier. Donc, après le 14 janvier, donc, les jeunes ou bien les discussions sont un peu changées, dérivées vers la transition, vers comment réussir transition, cette transition qui a été dite démocratique. Donc beaucoup d'autres défis s'est confronté pendant cette période-là avec la liberté de créer les partis politiques, de créer des associations. Donc, on a vu des centaines de partis politiques, des milliers d'associations et d'ONG. Donc, jusqu'aux élections d'octobre 2011. Donc, après les élections d'octobre 2011, donc, bien sûr, il y a des forces qui ont boycotté cette élection. Donc, il faut toujours garder le taux de participation dans toutes les élections de 2011 jusqu'au 2014 ou 2019. Donc, après, la Tunisie a entré dans un autre processus avec le montée de l'extrémisme et tout ça. Donc, une période très difficile pour la Tunisie, donc, surtout après les assassinats politiques et tout ça. Toute cette période a été terminée par les élections de 2014. Donc, les élections de 2014 et après le consensus entre les deux grands partis pendant cette période-là, Nahda et Nida Tunis. Donc, cette consensus, donc, c'est le victime de cette consensus, vraiment, c'est les droits économiques et sociaux. Parce que la constitution de 2014, normalement, qui a une constitution où il y a une large acceptation de cette constitution, surtout les articles qui parlent sur tous les droits liés, les droits, les libertés et tout ça. Donc, après 2014, donc, surtout les mouvements sociaux ont connu une nouvelle vague, donc, c'est-à-dire la population a confronté les revendications réelles de la révolution. Donc, beaucoup de mouvements commencent à multiplier à partir de 2014. Donc, ce gouvernement de consensus, ils ont confronté ces mouvements-là par stigmatisation, par des campagnes médiatiques contre ces mouvements-là, par des procès judiciaires, par des interventions policières, donc, qui a connu la Tunisie pendant cette période, beaucoup des événements, les événements de Kasserine en 2015, les événements à El Kamour, à Qarqna en 2017, des événements à Gbili, donc au bassin minier, donc dans beaucoup de régions. Donc, c'est-à-dire pendant cette période-là, de 2014-2019, donc le grand victime, ce sont les droits économiques et sociaux. Et pendant cette période-là, normalement, la classe politique doit continuer à concrétiser ce qui est écrit dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire, donc, normalement, les instances constitutionnelles doivent être terminées. Normalement, la Cour constitutionnelle, donc, beaucoup des choses normalement qui sont écrites sur la Constitution, mais à cause des conflits politiques, à cause des problèmes entre les partis politiques, donc rien n'est changé. Alors, on était arrivé aux élections en 2019 avec un grand sentiment un sentiment où les gens ont une grande déception de la révolution. Cette déception, donc, a donné, c'est elle qui a donné le résultat aussi, si elle a contribué
tout d'abord au taux de participation faible et au résultat des élections de 2019, surtout après le deuxième tour entre Kais Saïed et entre Nabil Al-Qaroui, donc où il y a aussi le rôle de l'argent, le rôle des pouvoirs, des hommes d'affaires en Tunisie dans cette élection et tout ça. Donc, après 2019, donc, cette classe politique s'est entrée dans des débats loin des attentes ou bien ce qu'ils attendent la population. Donc, les gens attendent que cette nouvelle force politique émergente avec les anciens aussi, qu'ils vont donner plus de temps pour le droit économique et social, pour vraiment terminer le processus de la révolution, surtout qu'il y a beaucoup qui ont toujours pris les slogans de la révolution comme des slogans électoraux. Mais rien n'est concrétisé. Donc, on a vu au Parlement des scènes de violence, des scènes de disputes entre les différents, des scènes caricaturiques, quoi. Donc ça, c'est ce qui a augmenté cette déception des citoyens tunisiens, tout contre la classe politique, tout contre les partis politiques, contre toutes, même les associations. Donc, on est arrivé en janvier 2019 à une vague mouvement de protestation en Tunisie. Cette vague, plus que 1400 mouvements de protestation en janvier, cette vague mouvement a été confrontée par beaucoup des arrestations, plus que 2000 arrestations des jeunes. Donc, 30% de ces jeunes-là sont des mineurs. Donc, on a vu les déclarations des président du gouvernement pendant cette période-là, le rôle des syndicats des policiers ils ont joué un grand rôle pour stigmatiser les mouvements. Donc, cette période de 2019 aussi a été accompagnée par une crise, cette crise sociale, par une crise sanitaire, surtout après le Covid-19, donc où le citoyen tunisien sent que l'État n'était pas avec lui, quelle que soit à l'échelle sanitaire ou bien économique. Donc, aussi la crise économique avec les chiffres de l'économie tunisienne en 2020. Donc, tout ce sentiment de déception avec cette dispute entre Kais Saïed et les différents partis politiques et surtout le président du gouvernement et le parti de Nahda, donc il y a des forces dans le pouvoir aussi qui a maîtrisé ou bien donné cette opportunité à Kais Saïed de prendre les décisions du 25 juillet 2021. Donc, 25 juillet 2021 aussi sur le résultat de cet échec de toute la classe politique émergente après 2010. D'accord, c'est 25 juillet, c'est pas, ça peut pas être, on ne peut pas dire que 25 juillet est un moment fort de la révolution ou bien du processus révolutionnaire. Donc, parce que quand tu vois que les syndicats de police, que l'armée tunisienne qui commence à émerger sur la scène, donc avec le pouvoir maintenant des différents généraux dans les différents gouvernorats. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a aussi des forces qui manipulent encore la scène politique et même qui manipulent 25 juillet. Donc, j'ai parlé un peu d'une manière rapide, j'ai tracé un peu, suivant bien sûr ma vision. Donc, j'espère que c'est bon, Sarah. Euh, oui, merci beaucoup, Ramzan. Je pense que c'est un beau portrait en moi qui permet de comprendre un peu l'évolution de la situation qui a mené vraiment à ce qu'on appelle le 25 juillet. Maintenant, on va passer à Rania Majdoub, qui va aussi nous faire une présentation. Pour la présenter, Rania est une militante décoloniale et membre fondatrice du collectif Justice et Vérité pour les victimes de violences policières en Tunisie. Elle est aussi une ancienne militante du Parti des indigènes de la République. Elle détient une maîtrise en philosophie et d'un master en études de genre. Voilà, je laisserai Rania s'exprimer par rapport à sa propre présentation. Merci aussi, Rania, d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Moi, je dis bonsoir parce qu'il fait déjà nuit. On est en soirée. Et du coup, je souhaite d'abord remercier Safet et Alternative pour cette
invitation et pour cette opportunité qui m'offre pour exprimer un point de vue qui est extrêmement minoritaire en Tunisie, justement par rapport à ce qui s'est passé le 25 juillet. Donc, moi, je ne m'étalerai pas sur la question de qu'est-ce qui nous a menés au 25 juillet. Moi, je dirais simplement que si l'esprit révolutionnaire peut-être persiste, mais la révolution a été défaite. Et si on est le 25 juillet, c'est aussi une expression de la défaite de la révolution, tout comme Raïssa Saïed aussi, qui est aussi une expression de la défaite de cette révolution, et un des signes dans la mesure où une révolution qui fait un point d'ancrage dans l'État, et notamment au sommet de l'État, qui normalement a des intérêts antagoniques avec l'État, ben c'est une révolution des faits. Des groupes révolutionnaires qui mettent toute leur potentialité, tous les espoirs au sommet de l'État, c'est l'expression d'une révolution des faits. On ne parle pas de n'importe quel État, hein. C'est l'État, ce n'est pas une entité abstraite, l'État, c'est un tissu social, c'est une historicité, c'est des rapports de force, et finalement, cet État qui n'est pas justement l'État de la révolution. Donc, moi, mon intervention va être brève, elle va porter essentiellement sur le fait pourquoi il ne faut pas considérer le 25 juillet comme une opportunité qui permet de rectifier la trajectoire de la révolution. Donc, déjà dans la brève introduction que j'ai faite, j'ai donné une petite réponse sur cet aspect. Et du coup, j'essaie de m'exprimer du point de vue partir du point de vue des classes populaires et de la révolution elle-même. Donc, est-ce qu'on met dedans? Comme je l'ai déjà exprimé, c'est le produit de la défaite de la révolution. Une révolution ou un esprit révolutionnaire qui... Rania, excusez-moi, est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui, oui. Ou s'approcher peut-être du micro. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 25 juillet? Ce qui s'est passé, c'est qu'après une manifestation à laquelle on a appelé des illustres inconnus, hein, et qui ont publié avant un appel qui exhorte le président de la République d'utiliser l'article 80 et de faire intervenir l'armée. Donc, le président de la République, la nuit, je crois c'était vers 22 heures, il a fait une intervention publique à la télé où il a dit qu'il suspend le Parlement, il gèle le Parlement, qu'il lève l'immunité parlementaire et qu'il se nomme lui-même, se désigne lui-même chef du parquet. Et voilà, comme tu l'as dit aussi, il y avait toute une mise en scène avec des chefs de l'état-major de l'armée à côté. Je dirais un schéma classique de ce qu'on peut appeler un coup d'État. Il s'octroie tous les pouvoirs. Bon, concernant le parquet, il ne l'a pas fait finalement, mais en même temps, il n'a pas arrêté depuis de vouloir subordonner la justice, qui n'est pas forcément indépendante. Quand je dis subordonner la justice, ce n'est pas qu'elle était indépendante et qu'il essaie de la subordonner,
mais simplement de changer de loyauté vers un autre chef. C'est un peu ça quand je dis subordonner la justice. Le propre de la manifestation du 25, c'était, moi j'étais à Tunis, donc je suis sortie pour observer un peu là où j'habite. J'ai fait le tour dans l'avenue, pas dans l'avenue Habib Bourguiba, mais dans les rues parallèles à l'avenue, parce que l'avenue était fermée. Et j'ai fait un peu Bardo après. Et j'ai trouvé que même s'il y a quelques revendications révolutionnaires, sociales, même s'il y avait des jeunes aussi qui venaient des classes populaires, qui n'étaient pas nombreux, hein. Ils sont venus essentiellement pour en découdre avec la police. L'idée principale, c'était plus il faut virer les islamistes, il faut un régime comme Sisi, il y a aussi cette idée avec le Parlement, on ne peut pas, on n'a pas de responsable sur l'action politique, donc il faut un régime présidentiel pour qu'on puisse, pour qu'il assume sa responsabilité, on ne sait pas qui a le pouvoir et tout ça. Et ce discours a été installé depuis longtemps. Depuis déjà la tentation présidentialiste était présente dans le discours de Beji Sepsi. Et du coup, on peut dire que c'est des gens qui étaient anti-système, et ce qu'ils entendent par leur anti-système, c'est l'anti-système qui est là depuis 2010-2011. Et c'est ce qui peut prêter à confusion, parce que je veux dire que même les révolutionnaires sont anti-système, mais en fait, l'expression majoritaire de cette manifestation, c'est l'anti-système de 2011, donc ce qui a été mis en place. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser hein, ce qui avait été mis en 2011, mais je pense que c'est aussi, d'une manière paradoxale, le produit de la révolution et des limites de la révolution. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, c'est une transition dans l'ordre, mais qui n'a pas pu être complètement décidée et comment dire, canalisée et limitée par l'ancien régime. Il y avait des mouvements, il y avait des dynamiques, il y avait une pression sociale avec des mouvements sociaux sans cesse, avec des organisations politiques qui ont émergé, mais qui n'avaient pas non plus la force et l'organisation d'installer autre chose et qui a aussi subi la répression. Donc, il y a une faiblesse subjective et il y a aussi la question de la répression. Et en fait, dans les pro-Qaïsaïd, on trouve quelque part ces deux tendances de l'antisystème. D'une part, de l'antisystème qui est un peu dans l'esprit, qui se dit un peu dans l'esprit révolutionnaire, mais qui n'a pas les moyens concrets, c'est-à-dire en termes d'organisation, de force de frappe politique, d'autonomie, ainsi de suite. Et on trouve aussi l'antisystème, qui est plus ou moins organisé, mais qui simplement ne voit le problème que dans ce qui a été mis en place à partir de 2010. Et moi, par exemple, je pense que quand Abir Moussi dit qu'on a participé quelque part à ce qui s'est passé le 25, bah, je pense qu'elle dit juste, et que ce n'est pas juste de l'affabulation ou un mensonge pur et simple. Donc, pourquoi ne pas considérer le 25 comme une opportunité? Parce que d'abord, il nous a ramené à une idée très révolutionnaire qui est la centralité de l'État et du président de la République et la centralité de l'action étatique. C'est-à-dire que ce qu'elle a mis la révolution en place, c'est la participation massive du peuple
et sa centralité dans l'action politique. Et ça, on peut le voir même dans ce qui a existé, comme je dis, qui n'était pas forcément idéal, mais ces classes populaires, ils avaient une centralité dans l'action politique, dans la mesure où tous les regards étaient virés sur eux. On va pour les manipuler, pour les acheter, pour les convaincre, mais on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire, on ne peut pas se détourner des classes populaires, même pour acheter leur vote. Et du coup, on revient à une conception, comme je l'ai dit, pré-révolutionnaire de la politique, où l'action, où tout se fait au niveau de l'État, où tous les regards sont dirigés vers l'État et le sommet de l'État. Et notamment le regard des classes populaires. Notamment les regards des classes populaires, on l'a vu avec d'abord l'absence des mouvements sociaux depuis le 25, la position attentiste de ce que va faire le président, et en même temps des quelques dynamiques ou mouvements qui se passent à côté du palais de la présidence, hein, que ce soit le mouvement des blessés de la Révolution ou les nouvelles revendications, ou même pour un bus d'école. Donc, on va s'adresser directement au président de la République. On ne va plus chercher à s'organiser, à renforcer à être dans une dynamique justement de lutte, mais plus une dynamique d'attente qui est là. On connaît un peu les positions de Ressaïd sur le mouvement social, c'est-à-dire, même s'il a, lui, il a un point de vue très sélectif, hein, s'il me convient, je le prends. Et la manif du 25, ça lui convient. Donc, on va parler de l'expression de la parole populaire. Il l'a utilisé pour appuyer un peu ce que disent les gens, machin, ce qu'ils ont dit, notamment le 25. Alors que dans le mouvement social de janvier, là, on va parler plus de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font, qui sont manipulés. Et d'ailleurs, ce mouvement a été très fortement réprimé, notamment par le chef de gouvernement Mchichi, que lui-même a désigné. Et puis, c'était pareil pour la mobilisation du Cameroun. Donc, de là, on va partir là, on a parlé de ce qui se passe actuellement, mais aussi le projet parler un peu de projet de Ressaïd. Donc, un régime qui se veut hyper présidentialiste. Et je dirais ça, c'est aussi une revendication de la contre-révolution, l'hyper-présidentialisme, où le président de la République et l'institution du président de la République jouent un rôle central. Les individus, il dit une démocratie de base, mais une démocratie de base qui se fait par le haut, hein, qui n'est pas apportée par une dynamique révolutionnaire. Elle peut avoir l'apparence ou ressembler un peu à ce qui s'est passé durant la Révolution, hein, les formes d'auto-organisation, ainsi de suite. Mais celle-là, elle vient de haut. Donc, c'est un dispositif institutionnel où d'ailleurs, ça se passe sur des très petites circonscriptions où les individus, c'est sur des listes d'individus et qui ne votent que pour des projets locaux, c'est-à-dire nous, des fois dans le jargon des mouvements sociaux ou de l'engagement, où on parle des formes d'engagement libéral, l'engagement à projet, donc qui ne naît pas d'une dynamique sociale, de rapport de force et ainsi de suite. D'ailleurs, les rapports de force vont être évacués, ou les rapports de force classiques fondés sur l'organisation, mais plutôt ce qui va se mettre en place, c'est un réseau qui renforce tout ce que dénonce Ressaïd actuellement, c'est-à-dire des formes de lobbying, de clientélisme, ainsi de suite, et en plus, qui ne renforce que les gens qui sont déjà inscrits dans des réseaux préétablis, des réseaux de connaissances, de notabilité locale, d'argent, de clientélistes, comme je l'ai dit. Et
ceux qui vont souffrir de ça, c'est les gens les moins organisés. Et du coup, c'est les classes populaires. Il y a quelque chose aussi qui reste à l'état, en état, donc dans leur état actuel, mais qui ne vont pas changer, se transformer fondamentalement dans le projet de Reichsheim, c'est la bureaucratie, le rôle de l'armée et de la police. C'est-à-dire que même dans les nominations qu'on est en train de voir actuellement, je ne pense pas en tout cas qu'une révolution peut piocher dans les élites qui ont permis le maintien de l'ancien régime, que ce soit par le silence ou par la collaboration. Et comme je l'ai dit, c'est les élites bureaucratiques de l'État, de la dictature, qui a permis son maintien, pendant des années. On le voit aussi avec certaines nominations. Il s'est rétracté sur la nomination d'un cadre du ministère de l'Intérieur parce qu'il y a eu la dénonciation des familles des martyrs de Tel. Donc, c'est pour Marzouk et pour Yahiwi, par exemple, qui est accusé d'être impliqué directement dans la répression du mouvement du bassin minier, il est toujours en place. Donc, on a un président qui est central, qui lui prend en charge la synthèse des propositions politiques. Comme je l'ai dit, si dans un régime représentatif avec ses limites, le peuple va voter 3 fois, municipal et pour le Parlement et pour le président de la République, dans le régime de démocratie dite de base, le peuple il va voter juste sur un plan local, et celui qui va bénéficier du vote par suffrage universel, c'est le président de la République. Bon, je ne sais pas si vous tenez le fil de mon... Vous me dites? Oui, oui, merci Rania. C'est clair que ça aborde plusieurs aspects qui expliquent aussi bien le contexte et aussi la répartition du pouvoir aussi. Je ne sais pas, peut-être maintenant on pourrait passer, parce qu'il n'y a pas mal d'éléments. Est-ce que tu vas continuer? Juste pour dire qu'il y a aussi l'aspect de la souveraineté, c'est-à-dire on voit, il y a cette idée qui est récurrente sur Reichsheim serait le symbole de la restitution de la souveraineté, de la question de la souveraineté économique et tout ça. En même temps, quand on voit les nominations qu'il a faites, c'est-à-dire de Madame Boudan ou de M. Ishi, on voit qu'il y a une conception managériale de la question économique et sociale, c'est-à-dire on va mettre des bureaucrates qui exécutent, qui n'ont aucun projet social et politique, et en même temps, on voit que ces liens aussi, ces liens sur le plan géopolitique, que ce soit avec l'Égypte ou l'Arabie saoudite, qui sont un peu les représentants de l'impérialisme occidental dans la région, c'est relais en tout cas, c'est pas non plus des souverainistes. On le voit aussi à travers son rapport à la France, Macron, qui était au courant avant les Tunisiens, qui aurait une feuille de route, qui aurait un dialogue, et même dans son attachement à l'idée de l'organisation du sommet de la francophonie. On sait que le sommet de la francophonie, c'est une institution qui est au cœur de l'impérialisme français. Donc, ça, c'est aussi à prendre en considération. Et puis, je pense que ce qui est direct, ce qu'on constate, c'est la fermeture de l'espace politique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase où on peut dire en forme d'hibernation, de silence. Tout l'espace politique, il était déjà faible. Je parle de l'espace démocratique. Parce que j'entends souvent ceux qui disent s'il y a un virement autoritaire, on va répandre en s'organisant et ainsi de suite. Déjà, cet espace démocratique, il est faible, et en plus, il a été
affaibli par les décisions du 25 juillet qui ont clivé tout l'espace politique, y compris à gauche et dans l'extrême gauche. Donc voilà, alors, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Rania. C'est vraiment, ça aborde plusieurs aspects qu'il faudrait peut-être par la suite les développer encore plus parce que c'est vraiment, ça évoque euh, vraiment la question des mouvements sociaux par rapport au nouveau gouvernement, l'impact sur l'organisation politique des classes populaires après la Révolution, la question de la souveraineté. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qui seraient intéressants par la suite peut-être à discuter encore plus. Peut-être en ce moment, on pourrait passer à Mohamed Ziel Hamami que je le remercie aussi d'être présent avec nous et d'avoir accepté la présentation. Mohamed Ziyeh, c'est doctorant en sciences politiques à la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs euh, à l'Université de New York. Il est diplômé en études gouvernementales et sociales de Wesleyan University aux États-Unis. Bon, excusez ma prononciation de certains noms propres, en tout cas des universités. Il a auparavant étudié à l'Université de Tunis et l'Université de Carthage. Ses travaux de recherche se focalisent essentiellement sur l'intersection des réseaux formés par les élites politiques et économiques en Tunisie. Il a précédemment été consultant sur plusieurs ONG tunisiennes et internationales. Voilà, je laisserai la parole maintenant à Villet Merci. Pour intervenir. Merci. Merci. Je vais partager avec vous une petite présentation que j'ai préparée pour aujourd'hui. Je vais tout d'abord commencer par une récapitulation de ce qui s'est passé depuis 2011, parce que c'est extrêmement important de voir les choses de plusieurs angles, au lieu de se focaliser essentiellement sur les élites politiques. Donc, on a eu un changement de régime en 2011, fin du régime de Ben Ali, qui a abouti à une nouvelle élite politique, une nouvelle règle du jeu, mais qui a été suivi depuis 2011 par ce qu'on appelle le partenariat de Deauville, c'était qui a été organisé lors du G8 en France, où les institutions internationales, FMI, Banque mondiale et autres, ainsi que des pays comme l'Arabie saoudite et le Qatar, se sont mis d'accord sur la préservation de l'agenda économique qui a été adopté sous Ben Ali. Et donc, c'est un élément qui a été extrêmement critique pour la détermination de ce qui va suivre. Les élections n'ont eu lieu qu'après le partenariat de Deauville. Ils ont abouti à l'élection de la Troïka essentiellement. Et depuis 2013, les événements sont accélérés. On a eu une vague d'événements d'ordre sécuritaire, l'attaque à l'ambassade des États-Unis, l'assassinat de Chokri Belaïd et de Brahmi, mais qui ont eu lieu quasiment pendant la même période que le premier accord avec le FMI qui a été signé par les Faire, nommé ensuite en 2019 par Kais Saïed en tant que Premier ministre. Un dialogue national pour résoudre une crise, mais à partir du début de l'implémentation de l'accord du FMI en 2014, on a commencé à avoir une détérioration de la situation économique, qui est reflétée ici pendant ce graphe par le PIB par habitant. Se focaliser essentiellement sur les facteurs politiques ne nous donne pas une idée sur l'ensemble des événements qui sont passés. Donc, depuis 2011, l'ensemble des gouvernements ont tout signé 8 MOU avec le FMI qui ont abouti à l'implémentation de plusieurs politiques néolibérales en rapport avec les prix, l'administration des prix, en rapport avec l'indépendance de la Banque centrale, les politiques monétaires, et qui ont un impact sur ce qui va suivre. Donc, si ici on compare l'évolution des
du budget de l'État alloué aux services sanitaires, à la santé. Et on compare ça avec avec le budget du ministère de la Défense, on va voir que depuis le premier accord avec le FMI, il y a eu quasiment un quasi-gel des dépenses du ministère de la Santé et une augmentation annuelle importante des dépenses allouées au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, pardon. Et dans ce cas, je n'ai pas inclus le ministère de l'Intérieur, mais entre termes, il y a eu un renforcement de l'appareil sécuritaire de l'État. C'était essentiellement la priorité. Et donc, ça a eu un impact extrêmement important sur la perception de la situation générale de l'économie. Donc, ici, on voit un aperçu de sondages qui ont été faits au mois d'avril 2021, quelques mois avant le 25 juillet. Après, j'ai aussi le mot que je pensais le plus approprié pour décrire les événements du 25 juillet. Donc, on a eu au mois d'avril 2021 94% des Tunisiens qui pensent que la situation économique en Tunisie est mauvaise ou bien très mauvaise, avec 73% qui sont en situation très mauvaise. Et en même temps, on a eu plus de 50% de la population qui pense que la situation ne va pas changer ou bien va empirer pendant les 2 ou 3 prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mauvaise situation économique? C'est vraiment des faits critiques. Par exemple, 50% des Tunisiens, même plus, ont un problème d'accès aux produits alimentaires, un problème basique d'accès alimentaire. Le niveau, il est quasiment comparable à d'autres pays de la région, mais ça reste extrêmement élevé. Donc, le fait ici, la comparaison avec d'autres pays de la région qui n'ont pas de système démocratique nous montre qu'en fait, le problème n'est pas vraiment avec le niveau de la démocratie, mais plutôt avec les politiques économiques qui ont été adoptées dans ces pays-là. Les réformes du FMI qui ont été implémentées au Maroc ou bien en Jordanie sont quasiment les mêmes qu'en Tunisie. Plus récemment, les interventions au Liban aussi suivent la même logique. Donc, ça montre aussi que le problème, il est essentiellement d'ordre économique et d'ordre politique. Ici, on voit que si on regarde l'évolution de l'inflation, juste avant l'événement de juillet, on voit qu'il y a eu un pic extrêmement important du niveau des prix. Il a atteint 6,4% et c'est quasiment c'est un niveau qu'on n'a pas atteint depuis quelques années, au moins depuis 2009, ça a précédé la révolution en 2011. L'intervention de Kais Saïed est aussi venue, comme l'a expliqué Ramdan tout à l'heure, pendant un épisode qui était assez critique de la pandémie. Mais la satisfaction de la population, le manque de satisfaction de la population du système de la santé revient même à 2008. Donc ici, on a une comparaison entre le baromètre arabe et le baromètre africain, où on voit que la grande majorité des Tunisiens ne sont pas satisfaits de la situation de l'infrastructure sanitaire. Et donc là, je passe à une question qui m'a été posée pendant l'email d'invitation, c'est comment décrire les événements du 25 juillet. Donc, il y a cet article récemment publié qui fait la différenciation entre différentes interventions de l'État, qui peuvent être considérées comme coup, ou bien comme un autocoup, ou bien un self-coup, ou bien impeachment. Donc, on est dans un cas d'école d'un self-coup. C'est la situation où le président soit ferme les tribunaux ou le Parlement, suspend la Constitution et commence à
et commence à gouverner par décret jusqu'à nouvelles élections ou un nouveau partage des pouvoirs. Et cet article que je cite, il considère clairement que cet exemple de self-coup n'est qu'une sous-catégorie de coup. Donc, contrairement à ce que le président Kais Saied et de nous faire croire, le terme coup n'est pas un terme d'ordre légal, mais politique. Le problème de l'égalité ne représente qu'un seul facteur dans l'analyse des événements. Et l'article que je cite ici considère que le concept de self-coup est équivalent à un coup constitutionnel, un coup présidentiel. C'est juste une question de terminologie ou de typologie, mais c'est un coup. C'est inévitablement un coup. D'ailleurs, il faut rappeler que Ben Ali, en 87, a utilisé, c'est une forme de transition constitutionnelle, a utilisé un article de la Constitution pour prendre la place de Bourguiba. Concernant les positions anti-système, il y a une étude qui a été récemment publiée qui montre que qui a été fait, qui représente fait sur un échantillon représentatif de la population tunisienne, qui distingue entre deux types d'opposition ce qu'on appelle couramment le système, ceux qui sont vraiment anti-système, qui sont contre l'ensemble des entités politiques qui existent et sont en faveur de l'intervention d'officiers militaires dans la vie publique, la militarisation de la vie publique. Donc, le taux est assez important. Parmi 1038 personnes interviewées, il y a eu 423 qui sont en faveur de l'intervention, de la militarisation de la vie politique, mais en même temps, il y a un paradoxe intéressant, il y a 352 qui sont en intervention de l'UJTT comme alternative à l'élite politique partisane ou autre. Et ces deux catégories s'intersectent. Donc, il y a un cinquième de la population tunisienne qui est en faveur de l'intervention des deux en même temps, qui est assez paradoxal. Normalement, on a tendance lorsqu'on parle de militarisation d'une vie politique ou bien d'un système politique, les syndicats ou les organisations de la société civile, normalement, devraient avoir un rôle beaucoup moins important. Donc, lorsque Kais Saied dit que le peuple veut, en fait, il faut ici, pour en termes Kais Saied, parce que on ne sait pas vraiment ce que le peuple veut. Le peuple est divisé sur ceux qui veulent l'intervention de l'armée, ceux qui sont en faveur de renforcement d'une organisation qui représente l'intérêt des travailleurs, et d'autres qui sont peut-être en faveur du statu quo. Personnellement, mon travail, c'est comme vous l'avez décrit tout à l'heure, il se focalise sur les réseaux, sur l'intersection de ces différents réseaux d'élites de pouvoir. Les élites politiques, les élites économiques, et les élites et les organisations de la société civile. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un graphe que j'ai récemment visualisé. On voit que le système dont on parle, c'est en fait un réseau qui est extrêmement complexe. Ici, je le modélise à travers en visualisant les relations d'actionnariat, les relations des membres de conseil d'administration d'entreprises, de banques, les membres de conseil d'administration d'associations, les membres de partis politiques et les membres des structures parlementaires. Et donc ici, on voit qu'en rouge, j'ai sélectionné les partis politiques. Donc même si dans un contexte, si on suit les partisans de Saïd jusqu'au bout et on enlève l'ensemble des partis politiques, ils ne représentent qu'une partie intégrée de ces élites-là. Il y a une infrastructure qui sera persistante, elle est formée essentiellement par les autres réseaux qui ne sont pas perçus comme à caractère politique, comme les entreprises privées, les nœuds les plus centraux ici qui sont au milieu représentent les banques. Les banques représentent les nœuds les plus importants du système. Et ce qu'on a vu après la Révolution, c'est le discours de Saïd n'est pas anti-système. Le réseau de Saïd, il est contre les partis politiques et contre l'élite politique actuelle. Il est en faveur de la formation d'une nouvelle élite politique à travers les mécanismes qu'il voudrait implémenter, mais en même temps, il a essayé de s'allier
à la partie du système qui n'est pas perçue par lui-même ou par d'autres comme étant politique. On l'a vu inviter des représentants du lobby financier et bancaire qui représentent justement les nœuds les plus importants du système et les décrire comme étant un capital national. Il a essayé de s'allier avec lui, même s'il il a une résistance qu'on est en train de voir de plus en plus, à une certaine collaboration entre ces élites établies d'ordre économique, les élites capitalistes et Saïd. Et donc, je ne pense pas personnellement que Saïd pourra répondre aux attentes de ses propres supporters. Tout simplement parce que lui ou d'autres, les acteurs politiques, ont une compréhension qui est assez superficielle de la complexité du système dont on parle. Ce n'est pas c'est pas anodin, c'est pas assez facile de comprendre ça. D'ailleurs, c'est ce qui a empêché les élites post-2011 d'apporter un changement radical à la structure de ce qu'on appelle le système. Un grand nombre d'entre eux, et comme on voit ici dans le slide, je représente le parti politique, sont alliés avec ces cercles d'intérêt, avec des alliances structurelles. Je ne parle pas ici d'actes de corruption ou bien de financement de partis politiques, je parle d'actionnariat, je parle d'affiliation à des sociétés en étant membres de conseil d'administration ou autres. Et donc, une rupture radicale est extrêmement difficile à atteindre. C'est pour ça que personnellement, je pense que dans le moyen terme, pour ne pas dire le court terme, la désillusion des Tunisiens du projet de Saïd, je pense qu'elle est quasi inévitable parce qu'il a essayé de mettre la barre assez haute en se focalisant sur seulement les acteurs politiques qui, dans leur grande majorité, à part Nahda, qui existe formellement depuis 2011, informellement depuis avant, ou Tayyar, qui existe depuis déjà 9 ans, la majorité des partis, ou bien ce sont les partis les plus importants qui persistent dans le Parlement. Donc, en se focalisant sur eux, il ne s'est pas focalisé sur la partie la plus importante du système. Donc, il ne pourra pas apporter le changement systémique auquel les Tunisiens s'attendent. Et merci. Merci beaucoup, Zié. Je pense qu'on a un beau portrait avec les 3 interventions sur la situation avec différents aspects. Je ne sais pas s'il y a… maintenant, vraiment, on passe à la période questions. Si jamais il y a des questions qui pourront être posées, en tout cas, on vous invite à poser soit à travers le Zoom dans la salle ou sur le live directement sur la page Facebook. Peut-être avant, en tout cas, de recevoir aussi d'autres questions, j'aimerais peut-être aborder avec vous la question de la corruption. Parce qu'on voit très bien que Kais Saïd utilise beaucoup le concept de corruption pour arrêter, en tout cas, et pour combattre un peu le système en place. Et je ne sais pas comment vous voyez déjà cette conception de corruption et comment vous l'interprétez, et comment aussi vous interprétez l'arrestation de certains députés. Je pense que les arrestations sont limitées uniquement à des députés. Je ne sais pas s'il y a une personne qui pourrait répondre à ça. Oui, Dié. Donc, ça utilise le mot corruption d'une manière assez vague et qui n'est absolument pas rigoureuse. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est au moins, supposons, mal informé. On a vu les arrestations jusqu'à maintenant, ils n'ont porté que sur des éléments marginaux du système. Si on utilise le mot système dans la manière dont je l'ai décrit tout à l'heure. Bien au contraire, il a invité le directeur général de la Banque des anciens ancien gendre de Ben Ali, qui est impliqué dans plusieurs affaires. Il a essayé de collaborer avec. Donc je ne pense pas que Kais Saïd c'est vraiment de ce qu'il parle lorsqu'il parle de corruption. Le mot corruption est un terme qui a une connotation qui est extrêmement morale
et il l'utilise pour délégitimiser ses adversaires d'une manière générale sans attaquer les nœuds les plus importants. Si on parle aujourd'hui donc, en d'autres termes, il a fait en sorte à ce que tout le monde aujourd'hui peut être accusé de corruption. Mais en même temps, son approche, elle est ni institutionnelle, ni systémique. Donc, je pense que son utilisation du mot corruption est essentiellement des fins politiques. Oui, merci beaucoup, Zié. Est-ce qu'il y a une autre réponse par rapport à ça? Moi, peut-être, Ramzan. parce que je peux revenir un peu sur quelques points. Donc, tout d'abord, on a parlé beaucoup en Tunisie sur les mouvements sociaux. Mais il faut mentionner qu'en Tunisie, réellement, vraiment, on a plus de mouvements de protestation que de mouvements sociaux. Donc, je ne veux pas entrer dans les termes académiques ou bien sociologiques, mais ce sont des mouvements qui s'émergent rapidement, mais aussi elles se dispersent ou bien elles se finissent aussi rapidement. Donc, en tout cas, les protestations, quand on parle de protestations sociaux aussi, les protestations n'ont pas arrêté même après le 25 juillet, mais ils ont pris d'autres formes. Tout d'abord, il y a les protestations qui revendiquent les droits liés surtout aux services publics. Donc, par exemple, mois d'août, donc plus que 442 mouvements de protestation liés surtout, par exemple, l'accès à l'eau. En septembre, plus que 1000 mouvements sociaux, la plupart d'entre eux liés aussi, par exemple, à l'accès à l'éducation, surtout au problème qui a accompagné la rentrée scolaire ou les Tunisiens qui ont confronté une nouvelle réalité. C'est-à-dire que rien n'est changé après le 25 juillet, donc rien n'est changé, les écoles sont dans les mêmes états catastrophiques, il n'y a pas assez d'instituteurs, il n'y a pas de professeurs, aussi toutes les situations des écoles, des lycées, des collèges, donc rien n'est changé, donc c'est-à-dire les protestations continuent encore. Il y a d'autres formes qu'on doit le mentionner aussi, c'est la migration non réglementaire. Migration non réglementaire, surtout après Qais Saïd, donc plus que 8000 médecins, 8000 jeunes Tunisiens qui ont réussi à atteindre les côtes italiennes. Après, malgré le discours de Saïd, malgré que le taux des gens qui sympathisent avec Saïd, c'est-à-dire ces gens-là, ils savent bien, d'une manière peut-être inconsciente, ils savent bien que Saïd n'a pas une solution économique et sociale. Peut-être il a un autre projet lié au pouvoir, au système, comment on s'organise, comment le pouvoir, on reconstitue le pouvoir, mais ils savent bien que Saïd n'a pas vraiment un alternative économique et social à eux. C'est pour cela, pour eux, par exemple, le choix, c'est la migration non réglementaire. Pour moi, le plus dangereux maintenant, qu'on peut le remarquer sur la politique de Saïd, c'est la politique liée à la migration non réglementaire. Parce que je suis bien ce sujet. Donc, avec Saïd, il y a vraiment des changements intégraux dans la politique tunisienne liée à la migration. Même pendant le régime d'Ibn Ali, il n'a pas fait ce genre de travail, donc ce qu'elle a fait maintenant. Donc, avec Saïd, maintenant, les gardes-côtes tunisiens interceptent d'une manière, on a un chiffre plus que 20 000, donc pendant 9 mois d'interception. C'est la première fois que l'armée tunisienne fait des interceptions dans les eaux internationales. Donc l'armée tunisienne a osé faire des interceptions même à 10 km des côtes italiennes, même dans les côtes italiennes. Donc ça, c'est une décision politique de Saïd de mettre en service, malheureusement, les gardes-côtes tunisiennes donc, pour protéger les frontières maritimes européennes. Et cette question aussi, c'est lié à la manière utilisée pour faire des interceptions aussi, parce que ces interceptions se font après que les drones qui appartiennent à Frontex, qu'on doit dire que ce sont des drones avec des technologies israéliennes, donc qui partent de l'île de Lampedusa ou bien de Malte ou bien de Sicile, et qui surveillent les côtes tunisiens et qui partagent ces informations ou bien la situation avec les gardes-côtes tunisiens. C'est-à-dire qu'avec Saïd, on s'est transformé d'une manière indirecte, c'est-à-dire que les décisions d'interception ne se font pas, ce n'est pas une décision vraiment tunisienne. Donc ça, c'est trop dangereux. Donc on a vu maintenant récemment, donc après la décision du gouvernement français de minimiser le nombre de visas, donc il n'y a aucune réaction. Par exemple, le Maroc, l'Algérie, ils ont
invité l'ambassadeur de France pour protester contre cette décision. Donc, par contre, en Tunisie, donc, il y a un entretien téléphonique entre Saïd et... donc, c'est-à-dire ce qui me paraît plus dangereux, donc, qu'on peut le remarquer vraiment, c'est la politique de Kais Saïd avec la migration non réglementaire. Il a même osé de dire que la migration non réglementaire est une complice contre lui, qu'il y a des forces qui donnent de l'argent à ces gens-là pour faire la migration non réglementaire. Donc, c'est pour cela donc les différents mouvements ou bien ceux qui sont maintenant, qui soutiennent Saïd, on va le voir après un certain moment qu'ils vont changer de clan. Changer de clan, ce n'est pas être avec les autres, mais ils vont découvrir que vraiment Saïd n'a pas un vrai projet ou bien un vrai alternatif, surtout économique et social. Donc, le Saïd va dire, voilà, le pouvoir est à vous, c'est votre problème, trouvez votre solution. Ce n'est pas ça. On sait bien aussi que les mouvements sociaux sont diversifiés, d'accord, ils sont divisés, ils sont pragmatiques, mais aussi ils ne peuvent pas parfois mettre leurs revendications dans un contexte politique ou bien lié aux politiques de développement ou bien aux politiques liées au service public. Mais en tout cas, ils vont découvrir finalement que Saïd, ce n'est pas le paradis, que Saïd, c'est une continuité, peut-être d'une autre manière, c'est une continuité, malheureusement, peut-être d'une autre manière. Comme on a vu, donc par exemple, lié à la question de la corruption, maintenant plus que 2 mois, on n'a pas vu aucun travail vraiment systématique fait pour qu'on voit ces corrompus dont on parle beaucoup en Tunisie, sur les familles qui maîtrisent l'économie tunisienne, sur la corruption liée au Safaqat al-Amoumia, je m'excuse, beaucoup d'affaires. Donc, on ne le voit pas. Voilà, marché public. Donc, on ne voit pas vraiment réellement aucune chose faite sur ce sujet, ni lié à la corruption. Juste, voilà, on voit des députés on peut être d'accord ou bien non contre eux, mais ce sont seulement les adversaires de Saïd politique, les adversaires politiques de Saïd, qu'on le voit devant les tribunaux. On ne voit pas les adversaires de la population, les adversaires qui ont lutté contre toute nos attentes, tout ce qu'on attend de cette Tunisie, des sacrifices des Tunisiens et des Tunisiennes. Donc, on ne voit pas jusqu'à maintenant que ces gens-là, ils sont maintenant derrière la scène. Peut-être ils manipulent ou bien ils font les scénarios pour une deuxième échec. Malheureusement pour moi, peut-être un deuxième échec et qu'on va peut-être perdre plus qu'on a perdu pendant ces 10 ans. Oui, merci beaucoup, Ramzan. Je pense aussi que votre intervention apporte beaucoup sur la question du rôle en fait, du ministère de l'Intérieur et de l'armée dans les politiques ou les mesures que Kais Saïd prend et compte faire aussi. J'aimerais vous écouter d'abord comment vous voyez le rôle de l'armée et de la police, parce qu'on voit, quand on y est, en tout cas il a présenté tout à l'heure, il y a quand même une hausse vraiment par rapport au financement du ministère de l'Intérieur, et je suis certaine aussi par rapport à l'armée, il y a eu aussi C'était par rapport à la défense, en fait. Ah, c'était le ministère d'Intérieur. Non, c'était military spendings. Donc ok, j'ai cru que c'était ministère d'Intérieur. Mais je pense que le ministère d'Intérieur, c'est encore plus, alors. Ouais. Juste pour expliquer, c'est pas juste une question d'une prise de décision unilatérale d'un gouvernement qui veut. C'est aussi le fait que avec lorsqu'on est en accord avec le FMI, c'est beaucoup plus difficile d'augmenter le budget alloué à l'éducation ou à la santé que d'augmenter les budgets des ministères de la Défense ou de l'Intérieur qui généralement n'entrent pas dans les négociations avec le FMI. C'est la ligne rouge auquel le FMI ne peut pas toucher. Donc, c'est pour ça que les gouvernements sont assez confortables l'augmentation de recrutement, même de policiers pour contrôler le chômage. Ouais. Oui, Rania, je te laisse la parole.
j'ai voulu juste rebondir sur... Est-ce que tu peux t'approcher encore plus du micro parce que Oui, c'est un peu loin. d'accord. Oui, OK, c'est mieux comme c'est ça? parfait maintenant. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Ramdan et ce qu'a dit Deye. Bon, il n'y a pas une grande divergence, mais sur la question migratoire, en fait, je pense que le rapport de Saïd à l'immigration irrégulière, dite irrégulière, l'immigration en tout cas, il rentre dans une conception plus globale qu'il a du peuple et de ce que c'est le peuple. C'est à la fois un peuple qu'il faut à la fois protéger, lui mettre à disposition le nécessaire, hein, le strict nécessaire, mais en même temps punir, parce que on reste toujours dans l'idée d'une nation qui se respecte. C'est pas une nation qui va envoyer ses enfants semer, comment dire, faire des problèmes ailleurs. Hein. Tout reste chez soi. C'est aussi une conception du chez soi aussi. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée de la punition. Parce que quand on voit de près le projet de Rais Saïd, hein, il parle beaucoup de justice, Rais Saïd, mais finalement, l'idée de la justice, qu'on peut, nous, hein, si on veut fantasmer un peu, liée à la justice sociale, à l'égalité, ainsi de suite, elle est toujours subordonnée à l'ordre. La justice de Rais Saïd, elle est subordonnée à l'ordre. Et l'ordre n'est pas un autre ordre que l'ordre existant. C'est-à-dire que Rais Saïd ne conçoit pas les politiques comme une question de classe, une question de rapport de force. Donc c'est l'ordre existant, c'est l'idéologie dominante qui, justement, on ne la reconnaît pas comme idéologie à partir du moment où elle s'exprime comme une évidence. Donc, Rais Saïd, c'est restituer l'ordre dans le respect de la loi. Et d'ailleurs, si on fait la liaison, même dans sa conception de la corruption, nous, on sait qu'il y a une corruption, des formes de corruption légales en Tunisie. Hein, légale, institutionnalisée, avec des droits, il occulte tout ça. À partir du moment où il ne voit pas la politique comme un ensemble de rapports de force, ni l'espace d'ailleurs, il ne le voit pas aussi comme un espace de rapport de force, ni le temps, hein, il va aller dans une vision superficielle de ce que c'est la corruption. Nous, par exemple, je pense que là, Dieppe peut être d'accord avec moi et même Dan sur les appels d'offres, par exemple. Et il y a tous des réseaux qui favorisent un homme d'affaires par rapport à un autre, une région par rapport à un autre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire dans ils ne vont pas être forcément corrompus. On ne va pas leur donner de l'argent pour faire ça. C'est des dynamiques, c'est des réseaux d'intérêt qui sont là et qui sont là et installés depuis l'installation de l'État. C'est ça que je dis à chaque fois qu'il ne faut pas prendre la question de l'État comme une entité abstraite. C'est aussi des réseaux, des rapports de force, ainsi de suite. Donc, quand on restitue l'ordre, et l'ordre, c'est ce qu'il y a, c'est l'ordre existant finalement, sans ce que Rais Saïd conçoit comme des anomalies. Parce qu'il ne voit pas qu'il y a un problème structurel avec ce qui existe. Il pense qu'il y a des anomalies. Et du coup, l'ordre, c'est le respect de la loi. Cette loi a été installée, qu'elle soit dite ou non dite, hein, dans le fonctionnement de l'État, ça a été installé sur 65 ans de l'indépendance jusqu'à maintenant. Et le respect du coup de cette loi, peut-être la bourgeoisie ou les classes dominantes peuvent ne pas le transgresser, ces lois existantes peuvent ne pas la transgresser, mais en tout cas, les classes populaires vont certainement les transgresser. C'est parce que c'est eux qui sont lésés. Et après, du coup, il y aura la punition. On passe, du coup, de la protection à la punition. Et j'ai voulu juste rajouter aussi une phrase sur la conception du peuple de Rais Saïd. Donc, dans le projet de Rais Saïd, le peuple, c'est un ensemble d'individus atomisés, hein,
le peuple, pour lui, c'est un peuple abstrait du 17 décembre. Parce que pour moi, le peuple, c'est aussi une puissance d'agir et le peuple, il est une notion politique. Donc, d'une part, elle est dépolitisée. Il y a aussi le peuple public à qui on ne dit rien. Et si on parle, c'est pour dire fustiger les ennemis politiques. Les seules fois où il parle au peuple, il ne va pas les encourager, leur expliquer une feuille de route, leur dire on va où, mais on va leur parler d'une manière directe pour fustiger les ennemis politiques. Et c'est le seul moment, c'est le seul lien finalement établi depuis le 25 et avant. C'est le seul lien de rapport direct avec le peuple, ou bien le peuple qui est témoin des exploits du président de la République qui se font en dehors de lui et derrière son dos. D'ailleurs, c'est le président de la République prend ses décisions avec un ensemble de conseillers qui ne sont pas non plus connus pour leur soutien aux classes populaires ou le contraire d'ailleurs. Et du coup, j'ai juste voulu revenir sur cette idée du peuple de Rais Saïd. Mais le peuple de Rais Saïd, de toute façon, il le veut apolitique et complètement dépolitisé. Oui, merci Rania. En tout cas, effectivement, par rapport à le slogan, le fameux slogan de la révolution, Shab Ouid, le peuple veut, c'est clair que oui, je pense il faut l'interpréter à plusieurs façons et chacun peut l'adopter à sa façon. C'est intéressant en fait d'expliquer encore plus un peu ce slogan parce on se base beaucoup sur le peuple et pour tout dire finalement, parce que même les partis politiques, ils parlent du peuple, Rais Saïd parle de son côté aussi du peuple et d'autres acteurs aussi de la scène politique. Je ne sais pas, Ria, est-ce que tu voulais intervenir? Je voulais répondre à une question sur la société civile. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs questions en fait que je vais lire après, mais il y a une question qui est pour toi spécifiquement par rapport, parce que non, est-ce que c'est... Ah oui, il y a la question de la société civile, mais il y a une question pour toi. J'aimerais le lire aussi pour le public, pour écouter aussi la question. Je commencerai peut-être à la question de la société civile. Quel est le rôle de la société civile? Quel rôle la société civile a-t-elle joué dans la défaite de la Révolution et pourquoi elle n'a pas réussi à représenter une grande partie des jeunes? Voilà, d'après vous, comment vous pouvez répondre à cette question? Bon, d'abord, personnellement, je ne suis pas en faveur de l'argument selon lequel la Révolution a été défaite et je ne suis pas vraiment de cette approche-là. Par contre, on peut tout à fait critiquer d'une manière constructive, je pense, le rôle de la société civile. Je ne pense pas qu'il faut être dans l'approche de Kais Saïd où toute institution, toute catégorie d'institutions défaillantes, on l'élimine. Sinon, on va commencer avec la présidence. Et donc, la société civile en Tunisie a des problèmes. Il y a, je pense, trois problèmes. Un problème idéologique. La société civile post-révolution, je ne parle pas ici je pense qu'on parle ici essentiellement des ONG, non pas du UGT. Généralement, tunisien, on a entendu à utiliser le mot organisation nationale pour parler du UGT et autres. Et donc, le problème, c'est que la majorité des organisations post-2011 ne sont pas développées dans un contexte où il y a une maturité idéologique. En d'autres termes, la situation, ou bien soit les opposants, soit le système d'éducation, soit le contexte culturel qui existait sous Ben Ali n'a pas permis à la société civile tunisienne ou bien les acteurs qui ont formé les ONG après 2011 d'avoir une compréhension idéologique cohérente. Donc, je dis idéologique, c'est-à-dire l'ensemble des idées et des idéaux, la manière de comprendre les choses, cohérente des choses. Et donc, un grand nombre d'entre eux sont facilement tombés dans ce qu'appelle parfois le Project Management Civil Society, une société civile de gestion des projets où
dépendent essentiellement de financement instable de bailleurs de fonds étrangers dans la majorité des cas. Et ils finissent par adopter un agenda qui est néolibéral. Qu'est-ce que j'entends par néolibéral? C'est-à-dire un agenda où les acteurs non étatiques remplacent le rôle de l'État dans la lutte contre la corruption ou bien dans la surveillance du Parlement ou autre. Et même leur conceptualisation des relations conflictuelles à l'intérieur de la société sont assez basiques. Mais là, d'ailleurs, il y a tout un bouquin sur ça. C'est pas seulement en Tunisie. Il y a Revolutions Without Revolutionaries de Azam Bayet, un sociologue d'origine iranienne qui enseigne aux États-Unis. Un excellent livre où il explique ça de manière extrêmement détaillée, le problème idéologique. Le deuxième problème, il est d'ordre organisationnel. Ce qu'on appelle généralement la société civile, on a tendance à parler des grandes ONG qui ont du financement comme peut-être FTDES, iWatch, Bausala, mais la grande majorité sont des petites structures qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'équipe qui peuvent vraiment, ou bien qui n'ont pas une de tradition d'organisation locale, grassroots organization en anglais. La capacité de mobiliser localement, de construire des réseaux horizontaux, quelques partis de gauche ou bien même de gauche ou de droite, Nahda ou les partis idéologiques traditionnels font ça, mais ils le font de manière à remplacer le rôle de l'État. Et donc, l'organisation comme l'UDC, par exemple, qui a existé, je pense qu'elle existe encore formellement, mais qui n'a plus de pouvoir. Normalement, elle est censée représenter une grande partie des jeunes Tunisiens au chômage. Elle a été, pour des raisons qu'on peut discuter, notre voix peut-être, s'est affaibli avec le temps et on a perdu. Donc, normalement, au lieu de critiquer les organisations de la société civile dans leur ensemble, il faudrait les rejeter. On a tendance à entendre ce genre de discours chez pas mal de supporters de Saïd. Il faudrait plutôt essayer à reconstruire ces organisations et à produire de la connaissance qui permet d'apporter de la cohérence à leur action et de les orienter dans un sens qui est différent de celui des bailleurs de fonds. Donc là, c'est il ne faut pas blâmer les organisations de la société civile, il faut parler de l'université tunisienne qui n'est pas en train d'apporter les discussions, d'alimenter ces discussions en rapport avec les politiques publiques, en rapport avec... Et donc, voilà. C'est ma réponse à la question par rapport à la société civile après la Révolution. Il y avait une autre question. Je laisserai peut-être Ramdan répondre oui, à voilà. la question. Oui, vous voulez intervenir précisément. Bon, juste sur la question liée à la société civile. Donc, tout d'abord, moi, je suis pas toujours avec des littératures qui parlent, par exemple, de l'exception tunisienne, qui parlent aussi de la rôle de la société civile tunisienne après la transition. Donc, c'est-à-dire la société civile aussi, elle souffre des mêmes maladies qui ont accompagné cette transition. La diversité, la disparition, je ne sais pas, donc les intérêts individuels ou bien les intérêts des organisations, même la corruption. Donc, ils souffrent aussi, la société civile, elle souffre des mêmes maux de tête que la société et que la classe politique. Aussi, la société civile, elle s'est transformée aussi comme les organismes classiques. Ce sont des organismes un peu verticaux qui excluent les jeunes, donc qui utilisent seulement les jeunes dans des rôles de mobilisation ou bien donc, c'est pour cela, donc, quand on voit le nombre de jeunes qui font partie de la société civile, c'est un nombre minimum. On parle de 1 jusqu'à 2-3% au maximum. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, aussi, il faut mentionner aussi que la société civile aussi, elle préfère aussi utiliser la stratégie de défense. Jusqu'à maintenant, on a joué juste la stratégie de défense. Donc, toujours, on essaie de défendre. On n'a pas vraiment une vraie stratégie d'attaque pour essayer de changer les choses, quoi.
pousser vers changer les politiques économiques ou bien tout ça. Aussi, il faut savoir que le pouvoir en Tunisie a été encerclé par ceux qui ont les vraies influences. Ce n'est pas la société civile qui peut influencer. C'est bien sûr, c'est les grandes familles, les grandes entreprises. C'est eux vraiment qui peuvent influencer sur les lois des finances, sur les politiques, sur toutes les décisions au sein du ministère, au sein de la présidence du gouvernement, présidence de la République. On a vu leur rôle pendant 10 ans. Vraiment, ils peuvent prendre une décision que peut ONG travaille sur cette décision pendant des années pour avoir cette décision. Donc, il faut être. Maintenant, la société civile aussi, elle est divisée, comme ce qui s'est passé en Tunisie. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'oppositions sur ce qui s'est passé en 25 janvier. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, la société civile en Tunisie, elle était encore en phase d'attente. Elle attend jusqu'à maintenant. Donc, elle attend qu'est-ce que la page Facebook de la présidence va publier pour réagir. Ça c'est vraiment la réalité. Donc, c'est-à-dire même la société civile, elle n'a pas essayé de faire son propre ou bien proposer même aux citoyens tunisiens donc leur propre scénario. C'est pas qu'on attend qu'est-ce que voilà. Je crois que les mêmes problèmes donc aussi existent dans la société civile, malgré qu'il y a des exemples sur des associations qui ont fait des bons travail, quelle que soit l'échelle thématique, à l'échelle régionale, à l'échelle même locale. Donc, mais à l'échelle globale, vraiment, c'est les mêmes problèmes, quoi. Oui, merci beaucoup, Ramzan. Je pourrais lire aussi d'autres questions qui ont été posées sur Facebook par Harbouch aussi. Il y a en fait 3 questions. Il y a une question, c'est pas vraiment une question, je considérais plutôt un commentaire, c'est plutôt pour Rania, parce qu'il considère que le problème pour Rania se pose réellement dans les révolutionnaires qui n'ont pas terminé en fait la révolution. Donc, est-ce que c'est réellement ça? Il y a aussi une question pour Zié. Par rapport à l'économie, est-ce que vous pensez que la Tunisie a eu un réel embargo économique et touristique, surtout de la part de l'Algérie, puisqu'en Libye, c'est le chaos? Et c'est quoi le rôle où, en fait, les forces de certains pays dans la région, comme les pays du Golfe, et qui ont toujours la carte islamiste, est-ce que c'est un rôle aussi dans tout ça? Bon, c'est différentes questions, mais si vous pouvez répondre en tout cas à ça. Vielle, ton micro est fermé. Voilà, la question de l'embargo, elle est intéressante. J'ai précédemment utilisé le mot asphyxié plutôt qu'embargo, non pas l'Algérie, mais plutôt par les pays occidentaux avec lesquels on a généralement tendance à coopérer. Donc, généralement, lorsque la Tunisie ne répond pas favorablement aux attentes du FMI, l'ensemble des acteurs occidentaux coordinent leur action d'une manière cartélisée à ce qu'ils asphyxient l'accès de la Tunisie aux devises étrangères, euros, dollars ou autres. Et donc, c'est l'action étrangère que je pense peut être comparable à un embargo. Je ne pense pas que, bien au contraire. Généralement, dans ce genre de situation, la Tunisie, que ce soit avec Saïd ou autre, ou même avant, depuis 2011, quasiment la même stratégie. À chaque fois qu'il y a le cartel occidental s'unit pour contrôler pour conditionner les financements ou les prêts à des réformes néolibérales qui ne sont pas acceptables. Les politiciens et les classes gouvernantes ont tendance à voir avec leurs alliés, que ce soit le typhon de l'Algérie, ou bien du Qatar, ou bien des Émirats, ou bien. Mais c'est juste des sortes de bouffées d'oxygène. En ce qui concerne les rôles de l'Arabie Saoudite, du Qatar et autres pays du Golfe, donc, on a vu, en fait, il y a une dynamique. Pendant la période de post-révolution jusqu'aux élections de 2014 ou même 2015, il y a eu une polarisation entre ceux qui étaient
aligné avec le Qatar et la Turquie. Et avant, il y avait l'Égypte, avant le coup de 2013 en Égypte. Et d'autre part, il y avait ceux qui étaient alliés. Lorsqu'il y a eu l'alliance entre Béji Khaled Sebsi et Ranouchi, entre India Tunis et Nahda, cette polarisation a perdu de l'ampleur. Les alliés de Sebsi se sont rendus compte que, en fait, non, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas prêts à exclure les islamistes du pouvoir. Ils ne pouvaient pas le faire. D'après 2019, après les élections de 2019, on a eu pendant la première phase, changement de dynamique. Kais Saïd, au début, il avait en même temps, il y avait des tensions entre lui et la Turquie, mais en même temps, il a essayé de bâtir des liens avec le Qatar. Et d'ailleurs, le Qatar est l'un des quelques pays que Saïd a visité par lui-même. Donc, il a essayé de briser le monopole des relations bilatérales tunisiennes qatari que Nahda contrôlait. Mais apparemment, ça n'a pas marché. Il n'a pas eu ce qu'il voulait en termes d'aide, ou c'est pas clair ce qu'il voulait. Et donc, il a fini par switcher. Et par switcher à construire des alliances avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Égypte et l'Algérie. C'est-à-dire à s'aligner avec l'ancien axe, les anciens alliés de Béji Khaled Sebsi, ou bien d'autres pouvoirs, de l'autre manière, les alliés qui étaient contre les changements de régime, contre les révolutions de 2011, qui voulaient plutôt préserver le statu quo, les régimes pétroliers ou militaires répressifs qui existaient avant 2011. Je pense que ces genres d'alliances sont problématiques. Il y a une sorte de loi, on appelle ça l'homophilie, c'est-à-dire les personnes qui ont les mêmes tendances tendent à construire des liens ensemble. Donc, le fait que Saïd choisisse ces acteurs-là comme alliés, je pense que c'est un mauvais signe. Mais par contre, pendant les dernières semaines, on n'a pas vu beaucoup d'activités sur ce plan-là. À part, bien sûr, la couverture médiatique, ça c'est la guerre médiatique entre les supporters de Narva, que ce soit en Turquie ou aux Émirats, et les médias émiratis, ou bien notre axe, qui était en faveur de Abi El Moussi jusqu'au 25 juillet. Et le 25 juillet, ensuite, ils sont devenus en faveur de Saïd. Je pense que leur principal problème, c'est les islamistes. Et donc, voilà. D'ailleurs, personnellement, je pense que c'est ce genre la polarisation de la vie politique sur ces axes-là est extrêmement problématique et ne sert pas les intérêts tunisiens. L'UJT, d'ailleurs, depuis les premières semaines après le 25 juillet, après le coup de 25 juillet, a exprimé son opposition à ce genre d'alliance. Voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire en rapport avec les acteurs internationaux du Golfe et la Tunisie. Merci, Dié. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à ces questions? J'ai oublié les questions. Les questions par rapport voilà, par rapport à ce que je venais de dire par rapport à Houssine, en fait, l'économie, est-ce qu'on considère ça un embargo ou le rôle les pays du Golfe dans tout ça? Mais bon, en tout cas, je pourrais peut-être… Oui, Ramzan, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Parce que je pourrais passer… Moi, je veux dire que ce qui s'est passé après le 25 juillet jusqu'à maintenant, ce qu'il y a surtout après le décret 117. Après ce décret-là, peut-être le seul point positif de ce décret-là, c'est que maintenant, on a un responsable politique qu'on peut le responsabiliser. C'est-à-dire, maintenant, la redevabilité politique sera sous Kais Saïd. C'est-à-dire, Kais Saïd, à travers cet article du décret de 117, il est responsable de toutes les politiques de l'État tunisien. Donc, durant cette période-là, c'est-à-dire, après, il ne va pas dire que ce n'est pas lui, ce n'est pas les lobbies, ce n'est pas les partis politiques, c'est pas… Non, parce que cet article est clair, toutes les
le pouvoir est à lui. Tout le pouvoir est à lui, à Kais Saïd. Donc, c'est-à-dire, Kais Saïd a assumé à travers ce décret-là toute la responsabilité et qu'on doit après lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as fait, c'est pas seulement à l'échelle politique, à l'échelle économique et sociale. Après une année ou bien de cette phase de transition, bien, comment elle l'a appelé. Donc, on va dire qu'est-ce qu'elle a fait Kais Saïd sur les dettes, sur la question en relation avec la famille, sur les fiscalités, sur les services publics, l'éducation, la santé. Est-ce que c'est vraiment il y a un changement? On va voir après que peut-être rien n'est changé. On a juste passé une autre année ou bien on a perdu d'autres années dans des questions loin de nos vraies priorités, vraiment. Oui, merci Ramzan. Est-ce que Rania, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ces éléments ou, ce qu'a fait Kais Saïd était envisagé, hein, l'article 117, le changement de la Constitution, le référendum, un ensemble de choses, hein, ou une modification totale de la forme du Peut-être ça serait bien d'expliquer, si tu pourrais, Rania, si tu pourrais expliquer encore plus c'est quoi le décret 117, parce que c'est important de l'expliquer juste aussi pour… Je préfère que quelqu'un d'autre l'explique. Moi, je l'ai lu sommairement, mais je pense que c'est ce qu'on appelle un mu'aqqat de salat. Je ne sais pas comment on dit. Organisation provisoire des pouvoirs publics. C'est la traduction, même s'il n'a pas utilisé vraiment cette expression-là. Il n'a pas utilisé mais c'est comparable à ça. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est une organisation provisoire où a touché où ils s'engagent que les décrets d'exception ne toucheront pas aux libertés instituées dans la Révolution, liberté et ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire que la réforme constitutionnelle qu'il propose, ou plutôt la nouvelle constitution qu'il propose, ne va pas toucher à ça. Je laisse Déé. Je voulais juste dire que, en fait, la référence aux libertés, il ne fait pas référence à la Révolution dans l'article sur les libertés, il fait référence aux droits et libertés tels que reconnus à l'échelle internationale, donc même pas une référence à la Constitution. Et en comparaison avec les textes de l'organisation provisoire des pouvoirs publics, il n'a pas créé l'équivalent du Parlement ou bien l'Assemblée qu'on a eue, la pseudo-assemblée qu'on a eue en 2011. Bien au contraire, c'était un texte, exactement, c'est un texte qui lui a permis de concentrer les pouvoirs au lieu de les organiser. Ce n'est pas une réorganisation des pouvoirs, mais c'est plutôt une concentration des pouvoirs. Et donc, voilà. Et ce qui est paradoxal, ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé un décret présidentiel pour suspendre la Constitution, alors que normalement, la pyramide des lois, ça ne se fait pas. On ne peut pas suspendre une Constitution, bien des articles de la Constitution par un décret présidentiel. En d'autres termes, il est sorti de l'ordre légal tel qu'on le connaît. Et l'article, je pense, le plus important, c'est le dernier article où il fait référence à ce qu'il appelle la vraie démocratie, de la démocratie réelle. Et il parle d'un référendum, ou une possibilité de l'adoption de certaines, d'approbation de certains textes présidentiels par référendum, ce qui est extrêmement problématique d'ordre légal. Et il ne prévoit même pas le scénario selon lequel un non gagnerait au référendum. Qu'est-ce qui pourrait se passer si le peuple tunisien vote non à un référendum avec une constitution, avec son système politique bizarroïde? Oui, c'est facile de délégitimiser une constitution et de la suspendre,
c'est beaucoup plus difficile de construire une nouvelle constitution. Et il ne prévoit même pas ça dans son article, dans son décret. Donc, il y a énormément de problèmes avec cette loi-là, ce décret-là. Et voilà, c'est juste quelques clarifications. Autre chose, on n'a plus de chef de gouvernement, on a un Premier ministre, c'est-à-dire le Premier ministre est en charge, il aide le président dans l'exercice du pouvoir exécutif. Et les pouvoirs exécutifs sont monopolisés par le président. Donc, c'est un quasi-assistant secrétaire. Autre chose, en cas de décès ou si le président n'est plus apte à exercer ses pouvoirs, c'est le Premier ministre qui prend sa place, mais il n'y a plus d'institution qui peut vérifier les conditions nécessaires pour une transition constitutionnelle. On n'a plus il a dissous l'équivalent, l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois, l'équivalent de la Cour constitutionnelle provisoire qu'on avait qui a vérifié le décès de Béji Raïs Sebsi pour qu'on puisse passer aux élections. On n'a plus d'institution de ce genre. Donc, le Premier ministre il suffit que le Premier ministre le déclare et fasse un serment, présente son serment au Conseil ministériel. Ni Parlement, ni rien pour prendre la place du président. Donc, c'est pour ça que Saïd a cherché a voulu choisir un Premier ministre qui ne soit ni ambitieux, qui ne soit pas perçu par lui comme étant un danger et donc qui soit plus... donc, je pense que c'est pour ça qu'il a fini par choisir une femme qui a une carrière politique absente, qui n'a pas de carrière politique ni absence politique. Donc, sa décision de choisir une femme ne vient pas d'un point de vue féministe, c'est plutôt le contraire. Et donc, c'est pour éviter un risque. Bref, c'est sa propre perception des choses, je pense. Et donc, bref, donc juste pour récapituler, c'est un article qui a des problèmes d'incohérence légale, qui ne nous aide pas à nous projeter dans le futur et à éviter des tournants. Bon, je ne vais pas spéculer sur le futur. Non, je ne parle pas de tournant autoritaire. Je pense qu'il y a un risque. Si Saïd perd sa légitimité ou devient impopulaire, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les scénarios possibles? Le déclin de Saïd ou la chute de Saïd va ressembler à quoi? Et ça, c'est les scénarios auxquels on devrait penser. Parce que le déclin de sa popularité, il est quasi inévitable. On sait qu'il n'est pas prêt, qu'il ne peut pas changer la situation économique. Et on sait aussi que c'est ce qui est le plus important par rapport à la Tunisie. Et même donc voilà, il y a quelqu'un qui a proposé les syndicats de la police ici qui prennent le pouvoir dans le chat sur Zoom. L'armée, d'ailleurs. Exactement, il y a des personnes qui disent que l'armée, et donc c'est un vrai problème auquel on devrait réfléchir dès maintenant. Oui, mais merci beaucoup, Zié. Oui, je laisserai Rania et peut-être après, on va faire juste un dernier tour, juste pour clore en tout cas la discussion. Oui, je te laisse, Rania. Toujours, on se pose la question, Saïd va essayer de mettre tout ça en place et la question est quelles sont les dynamiques sociales et les forces existantes pour aussi le contrer en cas de dérive autoritaire. Parce que nous, on a envisagé tout à l'heure, maintenant, Dié vient d'envisager le déclin de Kais Saïd, mais il y a aussi l'autre scénario possible, qui est aussi ce mec, il se propose de changer tout avec presque une dynamique sociale et populaire complètement down, complètement en bas, avec une société civile clivée, avec une résignation au niveau
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la dynamique, parce qu'on peut dire ce qu'on veut hein, de la Constitution de 2014. Ça a été toujours accentué par des mouvements sociaux de protestation, des formes d'organisation politique, des doléances d'associations. Il y avait toute une dynamique sociale, alors que là, on est vraiment en bas à degré zéro, vraiment à degré zéro, avec justement une société civile qui est clivée, des partis politiques qui sont extrêmement affaiblis et eux-mêmes clivés par ce qui s'est passé le 25. Donc, quelle est la optimiste par ce qui se passe et qui voit une opportunité justement de garantir quelque chose de plus démocratique, de plus égalitaire, de mieux que ce qu'il y avait avant. Donc là, on est juste dans le rapport de confiance à un individu qui dit, c'est lui la garantie, c'est moi au cœur, c'est moi la garantie, c'est moi les valeurs, hein, les valeurs sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, hein, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, il y a ce point. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup sur que cette dynamique du 25 peut relancer un mouvement révolutionnaire. Alors moi, je doute, je suis très sceptique par rapport à ça, parce que je ne pense pas qu'un groupe minoritaire, je parle là des proches de Kais Saïed qui se revendiquent de la révolution, ou d'un président de la République qui est capable de relancer une dynamique révolutionnaire. Ce n'est pas la volonté d'un seul homme qui relance une dynamique ou un élan révolutionnaire. Et donc, il y a ça, et en plus, il y a ce que j'ai déjà dit et que je répète, c'est que Kais Saïed, finalement, il reste prisonnier des logiques de l'État qui n'est pas l'État de la révolution. Merci beaucoup, Rania. Peut-être maintenant, on fera un dernier tour pour tous les intervenants. Ben, je pense que vous pouvez dire ce que vous voulez et peut-être de nous donner c'est quoi aussi, comment vous voyez l'avenir ou la suite un peu de ce processus, même si certains ont déjà répondu. Et j'aimerais aussi vous écouter sur comment est-ce que vous considérez que aussi c'est un tournant autoritaire ou non par rapport à ce qui se passe avec Kais Saïed et comment on peut l'interpréter. Voilà, merci. Ramzan, est-ce que tu aimerais intervenir en premier? D'accord. Merci. Donc, tout d'abord, moi, bon, je ne peux pas interpréter ce qui s'est passé en 25 juillet. Donc, en tout cas, je peux l'interpréter comme un abus de l'utilisation de l'article 80. Parce que quand je dis autre interprétation, peut-être je serai au clan les gens qui sont avant du 25 juillet. Donc, je préfère utiliser un abus de l'utilisation de l'article 80. Donc, ce que je crains personnellement, ce que Saïd est en train maintenant de préparer une boîte à outils constitutionnelle avec des lois, avec tout ça, pour un ou bien une Ben Ali qui va venir après Kais Saïd. Et ça, peut-être d'une manière indirecte ou bien inconsciente, c'est-à-dire il ne fait pas ça après, mais voilà, ceux qui sont derrière maintenant, quand on parle de dispositifs sécuritaires, donc il inclut les syndicats, l'armée, ce qu'ils font maintenant. Donc, c'est-à-dire toujours, quand il y a les syndicats des polices, quand il y a le ministère de l'Intérieur, il faut toujours être trop vigilant. Pour moi, donc, maintenant, c'est une nouvelle phase de lutte. Donc, c'est une nouvelle phase de lutte, pas automatiquement contre Kais Saïed, c'est une nouvelle phase de lutte pour la liberté, pour la dignité, vraiment, pour une Tunisie qui garantit les droits, et surtout les droits économiques et sociaux, qui aussi défend les libertés. Donc, une phase de lutte c'est pas avec les mêmes figures
avant 25 juillet aussi. Parce qu'il y a des gens qui se présentent maintenant comme étant ils défendent les droits et les libertés et qu'on sait bien leur position avant le 25 juillet, surtout aux événements de janvier 2021. Donc, on doit être un peu patient parce que les gens, on ne va pas dire aux gens, non, faut faire attention à ce que fait Saïd. Saïd n'a pas un projet. Il faut être un peu patient, un peu vigilant, que quand la situation sera prête, donc peut-être on peut avoir une autre vague ou bien une autre phase. Bon, je ne dis pas phase de ce changement. Parce que c'est toujours moi, je sais bien que c'est un processus. Donc, peut-être ce processus, elle passe par des moments un peu, minimise un peu, mais après, on va revenir. Essentiel que pendant que ce processus va revenir, les mobilisations, les luttes, c'est essentiel qu'on doit avoir des vrais leaders, des vrais leaders avec tout un projet alternatif qui vient de ces mouvements-là, cette classe marginalisée qu'on peut peut-être y avoir. Et la lutte va continuer. En tout cas, c'est pas. Merci. Merci, Safa. Merci. Merci beaucoup, Ramzan. Villet, est-ce que tu aimerais intervenir par la suite? Le micro. Voilà. Par rapport à la question retour autoritaire, il y a récemment une étude qui n'a pas encore été publiée, mais une description dans un article au Washington Post, où ils ont essayé de voir est-ce que les Tunisiens sont en faveur aux différentes formes de changement. L'étude, c'était plutôt à la nostalgie. L'étude est focalisée essentiellement sur la nostalgie à l'ancien régime. Et ce qui était intéressant, c'est que elle a montré que malgré le fait qu'il y a un sentiment qui est anti-système, anti-establishment, anti-élite actuelle, il y a un attachement qui est extrêmement important aux libertés politiques. Et on est en train de voir ça aujourd'hui en Tunisie. Donc, on a une division entre ceux qui pensent que Saïd peut représenter un danger euh, aux libertés, et donc ils donnent de l'importance à la liberté politique, et des autres qui donnent de l'importance aux libertés politiques, mais qui soutiennent quand même Saïd tout simplement parce qu'ils pensent qu'il ne représente pas un danger aux libertés. Mais les deux groupes, ou la majorité des membres des deux groupes, s'attachent encore aux libertés politiques. Et qu'est-ce qu'on entend parler par la liberté politique, y compris la liberté de manifestation, la liberté d'expression. Et c'est la seule manière dont euh, les acteurs qui veulent créer une alternative euh, au système actuel peuvent agir. Dans un ordre où la pensée néolibérale de marché est hégémonique, la seule manière, c'est d'organiser au niveau, c'est d'organiser l'action contre-hégémonique. Et cette action contre-hégémonique, elle n'est possible que s'il y a un niveau minimum de liberté garantie. Si on continue à mettre les journalistes qui utilisent le mot coup ou bien qui critiquent Saïd en prison, critique Saïd parce qu'il est le commandant chef des forces armées, on le met en prison, ou bien on peut rien construire comme ça. Il faut préserver ça, préserver les gains de liberté qu'on a eus. Il y a quelque chose qui a été gagné après la révolution de 2011, et ce n'est qu'en préservant ce seuil de liberté qu'on peut mobiliser les masses pour renverser l'ordre économique ou autre établi. Je ne vais pas dire renverser l'ordre établi pour qu'on ne finisse pas en prison. Voilà. Et donc, je pense que par rapport à la stratégie de la société civile, je pense que c'est une bonne réponse. C'est la réponse que je pense est la plus appropriée pour l'instant. Merci, Villet. Je laisserai maintenant le mot de la fin pour Rania. Merci pour le mot de la fin. Mais en tout cas, c'est pour revenir sur certains points ou juste pour l'avenir. En fait, moi, je ne suis pas. Quand on fait de la politique, on se méfie vraiment des vœux pieux. Donc, on peut faire le vœu ou quand on parle de traits moraux d'une personne,
parce qu'on lui fait confiance ou parce qu'il ne touchera pas à la liberté. La démocratie, c'est un ensemble de mécanismes, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer là, en tout cas la démocratie libérale représentative, c'est un ensemble de mécanismes, c'est des contre-pouvoirs, c'est c'est aussi justement des contre-pouvoirs. Donc, on voit que tous les contre-pouvoirs, même la Cour le Conseil provisoire pour la constitutionnalité pour vérifier la constitutionnalité des lois a été suspendu. Je pense que c'est le travail de l'organisation de lutte contre la corruption, pareil. Dans le décret 117, il se mêle aussi du travail de la presse, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça doit nous alerter. Et puis, il y a aussi la question de l'enjeu du pouvoir. Donc, ou bien on veut un régime de démocratie représentative articulée au Parlement ou un régime autoritaire hyper articulé essentiellement au président de la République, donc un hyper-présidentialisme. On peut bien sûr parler de régime présidentiel démocratique, mais ça, c'est quand on parle d'une abstraction. Mais nous, quand même, on vient d'une expérience de 60 ans de régime hyper présidentiel. Et on sait que c'est lié aussi toujours à une dérive autoritaire, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'abstraction sur est-ce qu'un régime présidentialiste peut être plus démocratique ou pas, ce n'est pas la question, c'est l'histoire de laquelle on vient, de ce qui a été mis en place et tout ça. Donc, je pense que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en considération, comme il faut prendre aussi la question des dynamiques sociales existantes, du reflux des mouvements contestataires, de l'affaiblissement des classes populaires, et aussi de la potentialité de laquelle on l'a prive. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est ni la classe moyenne ni la bourgeoisie qui ont le plus d'intérêt à l'organisation actuellement. Je pense que la question de l'organisation intéresse aussi les classes, les subordonnés, les classes subalternes qui n'ont pas pour le moment des organisations capables de défendre leur intérêt objectif. Donc, c'est une question qu'il faut prendre en considération. Et comme je l'ai dit, le projet de Renside, c'est aussi, s'il est mis en place, bien sûr, hein, c'est aussi un obstacle aux organisations. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des formes de vote sur des listes, des circonscriptions locales, des organisations locales de base, et avec des intermédiaires, les deux structures intermédiaires dans lesquelles le peuple ne vote pas et tout ça va renouer ou renforcer avec une forme de politique que lui, il prétend combattre, qui est celle du clientélisme, du réseautage, et ainsi de suite. Donc, si on veut parler d'une dynamique qui soit en faveur des classes populaires, il faut d'abord réfléchir au contexte, aux moyens et à l'objectif. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Et autant comme un temps politique, parce que j'entends souvent dire que s'il s'avère que c'est un régime autoritaire, on va le combattre. Bien sûr, hein, et rien ne dure l'éternité. De toute façon, tant qu'il y a oppression, il y a résistance, c'est dialectique. Mais c'est un temps qui coûte des vies, c'est un temps sur les capacités d'organisation, et c'est un temps politique dans la mesure où le temps aussi est un rapport de force. Donc, pour moi, ma position, je la connais, ça fait dès le départ. Moi, je pense qu'il faut défendre les possibilités
les meilleures possibilités d'organisation des classes populaires. Et ça, je ne le vois pas dans le projet de Rayside. Voilà. Donc, je pense que aussi il faut combattre ça, il faut dénoncer ça. Voilà. Merci beaucoup, Rania. Merci, Ramzan et Mohamed Ziyeh. C'était vraiment une belle discussion et ça nous éclaire au moins un peu sur la situation. C'est clair que ça reste encore tellement de détails à développer. Et en plus, c'est pas, je ne pense pas qu'il y a aucune personne qui pourrait maintenant vraiment affirmer à 100% ce qui se passe aujourd'hui, mais certainement, certaines analyses sont importantes aussi pour comprendre un peu l'évolution des choses et comment s'organiser prochainement pour la suite des choses. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle soirée et merci beaucoup. Et à une prochaine conférence. Merci. Au revoir.